Il existe des conflits familiaux qui ne commencent pas par des cris. Certains débutent dans un silence complet, où chaque mot pèse et chaque regard porte un avertissement silencieux. Je m'appelle Alyssa Bennett et je vis à Rochester, dans l'État de New York. Je n'aurais jamais imaginé que ma vie deviendrait une histoire. On parle à voix basse de ce genre d'histoires qui font baisser la voix et détourner le regard. Et pourtant, me voilà. Mes parents m'ont poursuivi en justice. Ils m'ont poursuivi une semaine après la lecture du testament de ma grand-mère. Pas de porte qui claque, pas de confrontation dramatique, juste des documents déposés devant ma porte, soignés et officiels, porteurs du message que ma propre famille pensait que j'avais pris quelque chose qui leur revenait de droit. Ils pensaient que je leur rendrais ce qui m'avait été légué. Ils pensaient que je céderais à leurs demandes. Ils pensaient que je n'aurais pas la force de me défendre seule. Ce qu'ils ignoraient, c'est que ma grand-mère avait tout vu bien avant moi. Elle comprenait les intentions des gens, comment l'amour peut se pervertir quand l'argent entre en jeu. Elle s'y était préparée. Elle s'était préparée pour moi. Le jour où j'ai ouvert l'enveloppe et vu les noms de mes parents imprimés au-dessus du mien, comme parties adverses, quelque chose en moi ne s'est pas brisé. Au contraire, cela s'est solidifié. Car c'est à ce moment-là que j'ai compris la vérité. Certaines familles ne vous perdent pas d'un seul coup. Elles vous perdent choix après choix, mot après mot, trahison après trahison. Voici l'histoire de ce qui s'est passé ensuite. Si vous voulez savoir comment cela s'est déroulé, restez encore un peu. Je vous promets que cela vous fera réfléchir au véritable sens de la loyauté et de l'amour. J'ai grandi dans une maison où l'amour n'était pas partagé équitablement. Mes parents trouvaient toujours des moyens subtils de faire comprendre qui comptait le plus. J'étais le cadet, mais pas le chouchou. Mon frère, Lucas Bennett, était, depuis ma plus tendre enfance, considéré comme l'enfant prometteur. S'il parlait, on l'écoutait. S'il voulait quelque chose, on le lui donnait. S'il échouait, on trouvait des excuses pour atténuer la déception. Avec moi, il n'y avait pas d'excuses. Les attentes étaient élevées, mais l'affection rare. J'ai passé la majeure partie de mon enfance à observer, à essayer de comprendre ce qui rendait quelqu'un digne d'affection dans cette maison. Maman avait une voix douce lorsqu'elle parlait à Lucas, et il y avait toujours une certaine tendresse dans son regard lorsqu'elle le regardait. Je n'ai jamais vu ce regard posé sur moi. Papa a dit un jour à un ami de la famille que Lucas ferait la fierté de notre famille. J'étais là, à côté, quand il l'a dit. Il ne l'a pas remarqué, ou s'il l'a remarqué, il a fait semblant de ne rien voir. J'ai appris très tôt que j'étais présente, mais invisible. J'existais dans le vide laissé par la gloire passée de Lucas. Lucas était encouragé à tout explorer, équipe sportive, club de débat, cours particuliers, programme de préparation à l'université. Maman et papa s'asseyaient à la table de la salle à manger pour faire le point sur ses progrès et planifier son avenir, pendant que je faisais la vaisselle à côté. J'essayais de réussir à l'école. J'étudiais tard le soir, espérant que si mes notes étaient assez bonnes, ou si je travaillais assez dur, quelqu'un finirait par me regarder comme il regardait Lucas. Quand j'ai montré à maman un devoir avec une excellente note, elle a hoché la tête poliment et l'a posé sur le comptoir sans y jeter un second regard. Quand Lucas rapporta quelque chose de similaire, il l'afficha fièrement sur le réfrigérateur. La distance entre nous n'était pas bruyante, elle n'impliquait pas de cris. C'était une distance silencieuse, celle qui se crée quand l'attention devient une monnaie qu'on apprend à ne plus pouvoir se permettre. Je gardais mes sentiments pour moi. J'avais appris à me déplacer silencieusement dans ma propre maison. Une seule personne voyait clair dans mon jeu, ma grand-mère, Eleanor Bennett. C'était la mère de mon père, et elle habitait à quelques minutes de chez moi. J'allais la voir presque tous les après-midi après l'école. Je n'y allais pas pour fuir, même si, sans m'en rendre compte, c'était peut-être le cas. J'y allais parce qu'elle me posait des questions que personne d'autre ne prenait la peine de me poser. Elle voulait savoir ce que je pensais des livres, ce qui me faisait peur, ce que j'espérais, ce qui me faisait rire. Elle ne m'a jamais demandé pourquoi j'étais silencieuse à la maison. Elle le savait déjà. Elle avait une façon de parler qui rendait le silence rassurant. Nous nous asseyions dans son salon, la lumière du soleil inondant le sol, le parfum du romarin et du thé embaumant l'air. Les jours de grand froid, elle me tendait une couverture et me disait de me reposer. Je me souviens d'un soir où elle m'a dit qu'être ignoré ne signifiait pas être indigne. Elle a expliqué que parfois, ceux qu'on ignore s'enracinent. D'autres ne voient pas de racines assez fortes pour les soutenir dans les tempêtes. Je ne comprenais pas vraiment à l'époque, mais je me suis accroché à ses paroles. Elles étaient ce qui me protégeait le plus. En grandissant, la distance au sein de ma famille ne s'est pas réduite. Lucas était félicité pour les réussites qu'on attendait de lui, tandis que les miennes étaient considérées comme des accidents. J'ai appris à vivre sans attendre de reconnaissance. Mais ma relation avec ma grand-mère s'est approfondie. Elle me racontait des histoires de sa propre enfance, où elle aussi avait été ignorée.
Elle m'a appris à cuisiner ses recettes préférées, à plier le linge correctement, à gérer mes économies, à parler avec assurance même quand ma voix tremblait. Ce n'était pas de simples leçons, c'était des préparations. Avec le recul, je réalise qu'elle construisait quelque chose en moi. Elle me donnait de la force petit à petit, doucement et discrètement, sans se faire remarquer. C'était une force qui ne s'annonce pas, mais se révèle au moment opportun. Plus tard, lorsque tout a basculé dans ma famille, cette force fut mon seul point d'appui. Des années plus tard, installée à Rochester et menant ma propre vie, la maison de mon enfance me paraissait bien différente. Je louais un petit appartement près de Highland Park, travaillais dans un centre de santé communautaire et vivais plutôt en solitaire. L'indépendance s'est construite lentement. Je ne recevais ni appel ni nouvelles pour les fêtes, sauf pour des raisons familiales ou des réunions. Lucas m'envoyait parfois des nouvelles de sa carrière, généralement par l'intermédiaire de ma mère. Je n'attendais jamais de chaleur humaine, seulement de la formalité, et j'ai appris à vivre avec cette distance. À cette époque, Eleanor commença à tomber malade. Le déclin fut d'abord progressif, quelques rendez-vous manqués, des oublis, mais je remarquai un changement dans son regard lors d'une visite un après-midi d'automne. Assise dans son jardin, celui qu'elle taillait chaque semaine, elle fixait les arbres comme si elle cherchait quelque chose qui lui échappait désormais. Quand elle me regardait, elle souriait, mais il y avait une douceur, une fragilité que je ne lui connaissais pas. J'ai senti une oppression dans ma poitrine, car elle avait toujours été le seul repère constant dans ma vie, et maintenant, même cela me paraissait incertain. J'ai commencé à prendre la voiture pour aller la voir tous les week-ends. Parfois, je lui apportais des courses. D'autres fois, je m'asseyais simplement à côté d'elle pendant qu'elle se reposait. Cette routine me semblait naturelle, presque instinctive, comme si je m'étais préparé à ce rôle toute ma vie. Elle me racontait des histoires de sa jeunesse, de petits fragments d'histoire qui sonnaient comme des leçons de vie, enveloppées d'un humour tendre. J'écoutais attentivement, car je savais que chaque histoire qu'elle choisissait de partager avait une signification. Je voulais me souvenir de sa voix, pas seulement de ses mots. Maman et papa venaient de temps en temps, mais leur présence semblait toujours programmée, planifiée en fonction de leurs obligations ou de leurs engagements associatifs. Lucas venait encore moins souvent, mais quand il venait, il se comportait comme s'il portait le poids du monde sur ses épaules. Il restait juste le temps de prendre des photos de lui en train d'aider en cuisine ou d'ajuster sa couverture, puis partait tôt pour des réunions ou des sorties. Eleanor ne disait jamais rien, mais son silence était empreint de compréhension. Elle voyait tout sans avoir besoin de réagir. Les mois passèrent et sa santé se détériora rapidement. Le médecin recommanda les soins palliatifs, et c'est moi qui restais à ses côtés durant les nuits les plus longues. Eleanor dormait souvent, sa respiration régulière et silencieuse. Parfois, elle se réveillait, me regardait avec des yeux clairs et me serrait la main comme pour me rappeler que l'amour pouvait s'exprimer sans un mot. Un soir, alors que la maison était plongée dans le silence, elle murmura. « Tu sais qui tu es. Ne laisse personne décider pour toi. » Je le lui ai promis, même si je ne comprenais pas pleinement ce qu'elle voulait dire à ce moment-là. Son décès fut doux. La pièce sembla immobile, comme si le monde s'était arrêté pour accueillir son départ. Je restai longtemps assise à ses côtés, car je n'étais pas prête à laisser partir la seule personne qui m'ait jamais fait me sentir comprise. Ce silence était différent de celui de ma maison d'enfance. Ce silence était celui du deuil, non du vide. Les funérailles ont eu lieu dans la petite église en pierre près de chez elle. La cérémonie était élégante et empreinte de respect, avec des fleurs qu'elle avait cultivées toute sa vie disposées près de l'autel. Des personnes qui la connaissaient depuis des décennies étaient venues partager des souvenirs de sa gentillesse, de sa chaleur et de sa force tranquille. Je me tenais près de l'autel, écoutant, gardant précieusement ces mots car ils décrivaient une personne que j'aimais et que je craignais de ne jamais revoir. Lucas se tenait près de mes parents. Ils accueillaient les invités avec des expressions de sympathie et de dignité empreintes de maîtrise. Maman pleurait, mais ses larmes semblaient lointaines, comme si elle plairait quelque chose qu'elle pensait devoir ressentir plutôt que ce qu'elle ressentait vraiment. Papa restait calme, parlant aux autres d'héritage et de communauté. Je me sentais à l'écart d'eux, même si nous n'étions qu'à quelques pas l'un de l'autre. C'était comme si nous étions liés par le nom, mais séparés par la vérité. Après la cérémonie, je suis retourné seul chez Eleanor. La maison paraissait différente sans elle, plus silencieuse, mais toujours imprégnée de sa présence. J'ai parcouru lentement chaque pièce, touchant les livres qu'elle avait lus, le fauteuil où elle avait brodé, la fenêtre d'où elle contemplait chaque hiver les premières neiges. Je suis restée assise là longtemps, consciente que quelque chose avait basculé dans ma vie. J'avais perdu la seule personne qui avait toujours cru en moi. Et j'ignorais que le changement qui m'attendait révélerait tout ce qu'elle avait vu bien avant moi. Une semaine après les funérailles, nous nous sommes réunis au bureau de notre avocat de famille, Maître Whittaker.
Le bâtiment était l'une de ces maisons de ville rénovées et tranquilles, près du palais de justice, avec de hautes fenêtres et de lourdes portes en bois qui semblaient conçues pour étouffer les sons plutôt que de les laisser passer. La pièce où nous étions assis paraissait ordonnée, presque stérile, avec des étagères de volume reliées en cuir alignées avec précision derrière son bureau. J'étais assise sur une des chaises placées en face de lui, tandis que maman, papa et Lucas étaient assis ensemble de l'autre côté de la pièce. Cette disposition n'était pas intentionnelle, mais elle avait quelque chose de symbolique, comme si l'air lui-même nous avait déjà séparés. Maître Whittaker ajusta ses lunettes, faisant glisser une pile de documents qui semblaient soigneusement préparés, comme si cette lecture avait été organisée de longue date. Sa voix restait d'un calme professionnel, sans émotion ni emphase. Il passa en revue la succession d'Eleanor, en commençant par les biens qui m'étaient familiers. La maison, le compte d'épargne, les petits placements qu'elle avait soigneusement gérés au fil des ans, et le compte en fiducie dont elle avait toujours parlé, précisant qu'elle en parlerait le moment venu. J'écoutais attentivement, même si une partie de moi se remettait encore du deuil, et entendre son nom prononcé légalement me semblait lointain et irréel. Maman joignit les mains sagement sur ses genoux, arborant une expression qui trahissait une certaine appréhension mêlée de retenue. Papa se pencha légèrement en arrière sur sa chaise, la mâchoire crispée mais impassible, comme s'il se préparait à répondre sur le ton que la situation exigerait. Lucas garda le regard droit devant lui, fixé sur un point près du bureau, cherchant peut-être à paraître mature ou patient. Personne ne parla. Lorsqu'M. After Whittaker annonça le partage de la succession, je sentis l'atmosphère se figer, même si personne ne bougea. Il déclara que je recevrais 90% de tout ce qu'Eleanor possédait, y compris la maison, les comptes financiers et ses effets personnels. Les 10% restants seraient partagés entre maman, papa et Lucas. Les chiffres étaient clairs, sans fioriture ni artifice. Ils furent simplement annoncés comme une évidence. Je gardais les yeux baissés, non par honte, mais parce que je sentais le silence pesant derrière moi. Lucas inspira lentement, sans dire un mot. Les mains de maman restaient jointes, mais ses doigts se raidirent imperceptiblement. Papa cligna des yeux une fois, comme pour recentrer ses pensées, mais ne dit rien. Aucune voix ne s'éleva, aucune protestation immédiate, aucune accusation. L'absence de réaction pesait plus lourd que n'importe quelle explosion. C'était un silence chargé d'histoire. Monsieur Whittaker poursuivit son explication. Eleanor avait écrit des lettres personnelles qui seraient remises en privé ultérieurement. Son ton ne changea pas lorsqu'il ajouta que la fiducie contenait une clause de protection standard applicable en cas de litige. Il n'en dit pas plus, et je remarquai son regard se poser brièvement sur moi, non pas pour m'avertir, mais pour me reconnaître. Ces mots étaient simples. La fiducie contient une clause de protection en cas de contestation. Rien de plus. Personne ne demanda d'explication, bien que je sentais les questions se former derrière chaque expression maîtrisée. Le silence s'étira à nouveau, non pas vide, mais calculé. Maman finit par le remercier d'une voix douce et polie, presque trop mesurée. Papa hocha la tête une fois. Lucas se leva. Une fois debout, il sembla cependant plus lent à bouger, comme s'il assimilait des détails qui nécessitaient du temps pour se clarifier. Nous sortîmes du bureau ensemble, et pourtant pas vraiment ensemble. Le couloir paraissait étroit, l'air étouffant. Dehors, le ciel d'hiver était d'un gris sourd qui semblait aplatir tout ce qui se trouvait en dessous. Maman parla d'organiser bientôt un autre dîner de famille. Papa mentionna le trajet du retour. Lucas ne me regarda pas. Je n'avais rien à dire non plus, non pas parce que je voulais être froide, mais parce que l'instant avait déjà révélé une fracture trop profonde pour être ignorée. Je rentrai à mon appartement ce soir-là, l'enveloppe contenant les documents initiaux de la succession soigneusement rangés dans mon sac. Je m'assis à la table de la cuisine, laissant le calme revenir. Il n'y avait aucun triomphe dans ce qui s'était passé, seulement un sentiment d'inéluctabilité, comme si la vérité avait enfin éclaté au grand jour, impossible à modifier ou à adoucir. Ce que personne n'a dit ce jour-là, c'est que ce n'était que le début. Les semaines qui suivirent furent loin d'être paisibles. Au début, pas de cris, pas de confrontation directe, seulement une atmosphère qui changea lentement, jusqu'à ce que chaque conversation devienne comme marcher sur un lac gelé qui menaçait de se briser sous mes pieds. Maman commença à appeler plus souvent, sa voix empreinte d'une douceur calculée, comme si elle avait répété chaque phrase avant de composer le numéro. Elle me demandait comment j'allais, évoquait la difficulté de cette perte pour nous tous, puis marquait une pause juste assez longue avant d'orienter la conversation vers ce qu'elle voulait vraiment aborder. Elle disait qu'il serait peut-être préférable pour chacun que l'héritage soit ajusté pour refléter un meilleur équilibre familial. Elle évitait d'employer le mot « équité », mais il planait tout de même dans le silence. Papa, lui, s'exprima avec moins de douceur.
Il insistait sur le fait qu'il devait y avoir un malentendu concernant le testament, qu'Eleanor n'avait pas pu vouloir une répartition aussi déséquilibrée. Il parlait comme s'il expliquait quelque chose de sensé, de raisonnable, quelque chose avec lequel je devrais déjà être d'accord. Son ton portait le poids d'une attente que je ressentais depuis toujours, celle que je cède. J'écoutais, mais je ne cédais pas. Lucas les rejoignit peu après, mais son approche était différente. Il envoya de longs messages expliquant que la répartition avait créé des tensions dont nous n'avions pas besoin, insistant sur le fait que j'étais la mieux placée pour prendre la bonne décision. Il disait que ce n'était pas une question d'argent, mais d'unité. Quand je ne répondis pas comme il le souhaitait, il m'accusa de laisser le chagrin altérer mon jugement. Selon lui, j'étais égoïste. Ce mot résonnait comme une étiquette que j'avais passé des années à essayer d'enlever. Les conversations devinrent plus directes. Maman commença à se demander si je comprenais vraiment la responsabilité qui accompagnait ce que j'avais reçu. Papa me rappela tout ce qu'il m'avait apporté pendant mon enfance. Lucas disait que je reproduisais le cycle de la distance émotionnelle qui avait détruit notre famille. Chaque échange semblait resserrer quelque chose en moi. Pas de la colère à proprement parler, mais une sorte de lucidité lasse. Je m'attendais à de la résistance, mais j'espérais encore mieux. J'ai refusé toutes les demandes, non pas parce que je ne comprenais pas l'importance de l'héritage, mais parce que je comprenais parfaitement pourquoi elle me l'avait confié. Eleanor m'avait vu. Elle avait su faire la différence entre une affection sincère et une affection conditionnelle. Elle avait su ce que les autres n'avaient jamais pris la peine de comprendre. Je ne voulais pas dénaturer ces dernières paroles. Le ton a changé lorsqu'ils ont compris que je ne négocierais pas. Les appels sont devenus plus courts et plus secs. Les silences se sont transformés en interruptions glaciales. Lucas a cessé d'essayer de me persuader et a commencé à énumérer tout ce qui, selon lui avait été refusé dans la vie. Papa disait que je détruisais la famille. Maman me demandait si je pourrais vivre avec moi-même si notre histoire se terminait ainsi. Un soir, j'ai ouvert ma boîte aux lettres et j'y ai trouvé une épaisse enveloppe où mon nom complet était imprimé en lettres noires bien nettes. À l'intérieur se trouvaient des documents déposés auprès du tribunal de comté. Ils avaient engagé un avocat et contestaient formellement le testament, demandant une nouvelle répartition de la succession en se basant sur ce qu'ils appelaient un droit raisonnable. J'étais assise à ma table de cuisine, celle-là même où j'avais ri avec Eleanor autour de viennoiseries, lors de ces matins paisibles. J'étalais les papiers devant moi tandis que le ronronnement régulier du réfrigérateur emplissait la pièce. Aucun choc, juste un long soupir. Je savais que c'était là où nous en étions depuis la lecture du testament. Chaque conversation n'était qu'une étape de plus sur un chemin déjà tracé. Ils avaient choisi d'en faire une bataille, alors je me battrais. Je pris mon téléphone et appelai un avocat. Le jour de l'audience, l'atmosphère était pesante, comme si personne ne pouvait respirer à plein poumon. Les bancs étaient presque pleins, non pas parce que quelqu'un d'extérieur à la famille se souciait de l'issue du procès, mais parce que mes parents et Lucas avaient amené des gens qu'ils voulaient voir assister à ce qu'ils pensaient être leur triomphe. J'étais assise à côté de mon avocate, que j'avais rencontrée quelques semaines auparavant. Elle s'appelait Harper et dégageait une confiance tranquille, sans ostentation. Elle avait relu chaque page des documents de fiducie à plusieurs reprises, et j'avais suivi ses instructions avec une foi résignée, celle qu'on n'a que lorsqu'on n'a plus rien à perdre. Mes parents étaient assis de l'autre côté de la pièce, figés et déterminés. Lucas semblait perturbé, même s'il tentait de le dissimuler par une indifférence feinte. Il évitait mon regard. Il ne m'avait pas adressé la parole depuis le dépôt de la plainte. Nous n'étions qu'à quelques pas l'un de l'autre, et pourtant, nous aurions tout aussi bien pu être des étrangers. Le juge entra et tout le monde se leva. L'audience commença par les formalités habituelles, déclaration d'intention, confirmation d'identité et de représentation. Le ton était poli, quoique tendu, comme toujours lorsque la colère est polie pour paraître rationnelle. Leur avocat commença par plaider que le partage de l'héritage était fondamentalement injuste, qu'Eleanor avait dû être influencée ou désorientée durant ces dernières années. Il évoqua le déséquilibre des rôles et des attentes familiales, ancrées depuis longtemps, qui avaient façonné la façon dont nous étions censés nous comprendre. À un moment donné, il laissa entendre que je l'avais manipulé. Ces mots traversèrent la pièce comme un courant d'air froid, mais Harper ne réagit pas. Elle attendit, calme et immobile. Quand ce fut son tour, elle se leva sans bouger. Sa voix était posée, sans emphase, simplement claire. Elle expliqua au tribunal que le testament et la fiducie avaient été rédigés avec le plus grand soin, à une époque où Eleanor jouissait de sa pleine capacité juridique, confirmée par des documents médicaux et une attestation de son équipe de planification successorale. Elle mentionna les dates des documents signés et les évaluations indépendantes. Tout avait été préparé 2 ans avant le début de sa maladie. Le fondement de leur argumentation s'effondrait à chaque phrase prononcée par Harper.
Elle demanda ensuite au tribunal de lever le scellé et de lire une disposition restée confidentielle jusqu'alors. Le juge examina le document, puis acquiesça. Le greffier lut la clause à haute voix. Celle-ci stipulait que la fiducie comportait une clause d'incontestabilité associée à une structure de fiducie de protection des biens. Si un bénéficiaire contestait le testament ou tentait d'en modifier la distribution, il perdrait immédiatement sa part et le montant confisqué serait transféré à un organisme de bienfaisance choisi par Eleanor. De plus, la clause précisait que la partie perdante assumerait l'entière responsabilité des frais juridiques engagés dans le cadre du litige. Un silence pesant s'abattit sur la pièce, un silence définitif, comme celui d'une porte qui se ferme. Le visage de maman se décomposa. Papa se laissa aller en arrière, la mâchoire serrée, comme s'il refusait de croire ce qu'il venait d'entendre. Lucas me regarda pour la première fois depuis des semaines, l'air hébété, presque suppliant, comme si je pouvais effacer les conséquences de ses actes. Mais je n'avais rien orchestré. Je n'avais pas tendu ce piège. J'avais simplement refusé de m'y soustraire. Le juge confirma l'application de la clause. Les 10% pour lesquels il s'était battu s'évaporèrent en un instant et furent transférés à une fondation pour l'alphabétisation qu'Elané soutenait discrètement depuis des décennies. Leurs frais de justice devinrent leur fardeau. Le verdict ne fut pas retentissant. Pas d'explosion de colère, pas d'accusation criée, seulement une acceptation pesante qui pesait sur la pièce, comme si la vérité attendait ce moment précis pour se révéler. À la levée de l'audience, ils ne s'approchèrent pas de moi. Ils restèrent debout, tous trois unis dans la perte, mais brisés à jamais. Je suis sorti du tribunal avec Harper à mes côtés. Le ciel était pâle et calme. Je ne ressentais pas de victoire, mais un soulagement. Le temps a passé et seul le silence est resté. Non pas le silence confortable de ceux qui se comprennent sans un mot, mais ce silence pesant qui s'installe là où l'amour a jadis régné. Après le verdict, mes parents se sont repliés sur eux-mêmes. Ils ne m'ont pas adressé la parole, ni présenté d'excuses. Au contraire, leur deuil les suivait partout, telle une ombre. J'ai appris par de lointaines connaissances qu'ils peinaient à expliquer la situation sans avouer leurs actes. La vérité planait autour d'eux, façonnant leur réputation malgré eux. Lucas, lui, a réagi différemment. Il a tenté de rationaliser les événements en blâmant le monde, le système judiciaire, et même Eleanor. Jamais il n'a songé à remettre en question ses propres choix. Il ne m'a pas contacté. Ni message, ni appel. Il s'est éloigné émotionnellement, comme si la distance pouvait le protéger de la réalité. Sa colère lui avait fait perdre quelque chose de précieux. Il se plongea dans le travail pendant un court laps de temps, puis se replia sur lui-même lorsque la déception devint trop forte pour être dissimulée. Je comprenais qu'il n'était pas prêt à accepter ce qui s'était passé, mais son refus d'affronter la vérité rendait toute réconciliation impossible. Pour moi, le monde devint plus silencieux d'une manière nouvelle. Je continuais à vivre à Rochester, conservant les petites habitudes qui me rassuraient. Certains matins, je lisais sur la véranda avec une tasse de thé chaud, me souvenant comment Eleanor faisait de même, la lumière du soleil caressant ses épaules comme une bénédiction. Je me sentis attiré par la Fondation pour l'alphabétisation qu'elle soutenait, la même organisation qui avait reçu la part que ma famille avait perdue. Je commençais à y faire du bénévolat 2 fois par semaine, y consacrant peu à peu plus de temps et de ressources. Chaque heure passée là-bas était comme une conversation avec elle, un prolongement de l'amour qu'elle m'avait donné quand personne d'autre ne pensait que je le méritais. Je ne faisais pas de dons en son nom ni n'annonçais mon engagement. Ce bénévolat discret me semblait plus authentique. Parfois, j'aidais des enfants à choisir leur premier roman. Parfois, je m'asseyais auprès d'adultes qui apprenaient à lire pour la première fois, traçant les lettres avec patience. Il y avait quelque chose d'humble et de profondément réconfortant à observer une croissance née de la persévérance plutôt que du droit acquis. Mes parents n'ont jamais compris cette facette d'Eleanor, cette conviction que la dignité découlait de l'autodétermination. Leur rapport à la générosité était toujours conditionnel. Lucas a hérité de cette croyance. Les perdre a été douloureux, mais s'accrocher à eux aurait été pire. Je n'ai pas tendu la main. Je n'ai pas claqué la porte non plus. Je me suis simplement tourné vers la vie qui m'attendait depuis toujours. Il y a eu des jours où le chagrin est revenu avec une force surprenante. Le chagrin d'Eleanor, le chagrin de la famille que j'avais espéré fonder, le chagrin de l'enfant en moi qui avait passé des années à essayer de gagner sa place. Mais le chagrin s'est adouci avec le temps. Il a cessé d'être aigu. Il est devenu quelque chose de calme et de stable, quelque chose que je pouvais accueillir sans être consumé. J'ai gardé l'écriture d'Eleanor encadrée au-dessus de mon bureau, une simple phrase d'un mot qu'elle m'avait laissé dans un livre. « Tu es déjà assez ». Pendant des années, j'avais interprété ces mots comme un encouragement. Maintenant, je les lis comme une vérité. Je n'ai pas gagné. Je n'ai pas triomphé. J'ai simplement survécu,
mon estime de moi intacte. C'était tout ce dont j'avais besoin. Parfois, les combats les plus difficiles se livrent entre les murs de notre foyer. L'amour n'excuse pas le mal et la loyauté n'exige pas l'abandon de soi. Éléanore comprenait que la protection est une forme d'amour, surtout lorsque ceux dont on espère qu'ils nous chériront font un autre choix. La force ne se manifeste pas toujours dans la confrontation. Parfois, elle consiste à s'éloigner, à choisir la paix plutôt que l'approbation et à bâtir une vie ancrée dans la dignité plutôt que dans la permission. Merci d'avoir écouté mon histoire jusqu'au bout. J'apprécie votre temps, votre présence et votre volonté d'accueillir les émotions qu'elle suscite. Chaque histoire familiale est complexe, et peut-être que la mienne a fait écho à votre propre vécu. Si vous avez des réflexions, des expériences similaires ou des pensées à partager, je serai reconnaissante de les entendre. Votre voix compte.